Chers amis, bonsoir, bienvenue. Ravi de vous retrouver sur ABC pour une nouvelle émission. Au plus qu'une émission, nous allons voyager. On va partir à l'autre bout du monde, vers des contrées absolument magnifiques de par le cadre. Et puis également des personnalités que nous allons rencontrer, découvrir peut-être pour certains d'entre nous. C'est un voyage donc initiatique en terre aborigène au cœur de l'Australie avec quelqu'un qui est que vous connaissez sans doute au travers de différents documentaires qu'elle a pu réaliser, et elle va nous en parler dans quelques instants, mais également de cette destination qu'elle a choisie, alors presque involontairement, portée sans doute par une envie de faire découvrir ces peuples aborigènes d'Australie. Vous allez voir que son parcours n'a pas du tout été un long fleuve tranquille, et elle en est tombée amoureuse de cette terre, mais tout démarre d'une manière un petit peu particulière. Elle s'appelle Vanessa Escalante et elle est mon invitée. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Marc. Merci, je suis ravi que vous soyez là. Est-ce que ces fameuses terres ocres vous manquent aujourd'hui, à l'heure actuelle, à l'heure où on parle? Oui, oui, oui. Là, ça commence à faire long, hein, depuis le confinement. Au début, j'ai apprécié le changement et l'ancrage sur ma terre à moi, hein, parce Hmm. que j'ai beaucoup, beaucoup manqué d'ancrage. Et là, maintenant, je commence vraiment à avoir envie de repartir. Bon, alors vous allez nous parler de tout cela parce qu'il y a un magnifique livre que je vous présente tout de suite qui s'appelle Ma peau d'un autre monde. C'est un voyage donc initiatique en terre aborigène. On est au cœur de l'Australie. Vanessa Escalante, c'est chez Mama Édition. Il y a toujours des ouvrages passionnants chez Mama que je salue au passage. Et on aura d'ailleurs d'autres émissions. Vous avez peut-être vu celle de Laurent Hugli, d'autres émissions qui arrivent sur notamment le chamanisme, le bouddhisme, etc., etc. Alors, Vanessa, je suis très content que l'on parle de vous. Vous êtes autrice, réalisatrice, documentariste. Vous êtes aussi une femme engagée. On va voir quel est votre combat. Et cet ouvrage, c'est un petit peu votre parcours de vie en terre aborigène. Vous dites, et on dit d'abord que c'est votre premier roman autobiographique. Il y a toujours quelque chose qui m'échappe, moi, dans cette définition. Roman autobiographique, c'est soit l'un, soit l'autre. Enfin, j'ai jamais dit roman. Enfin, on a dit plutôt témoignage. C'est un livre témoignage. C'est la première fois que j'entends roman autobiographique. Certains disent roman autobiographique, mais tout est Bah, vrai. Après, quelque part, oui, j'ai envie de dire, le documentaire et ma vie de documentariste ressemble plus à une fiction et à un roman qu'à une réalité, hein. Alors, il y a ces fameux documentaires que je présente ici, les derniers trackers australiens. En 2011, il y a eu La Révolte des rêves qui a obtenu 3 prix internationaux, d'ocre et de sang également. Il faut absolument vous procurer ces documentaires si vous avez envie d'en savoir plus d'abord sur Vanessa et puis bien sûr sur ces peuples aborigènes. Mais avant de rentrer dans le détail, moi j'aimerais connaître Vanessa, qui était la petite Vanessa dans son enfance, dans son adolescence, parce que vous commencez par dire ceci dans le livre: j'ai eu une vie, une enfance ponctuée par un cortège de morts, plus violentes et dramatiques les unes que les autres, comme marquées au fer rouge, ce qui a gravé en moi la notion de survie. Oui, j'ai perdu une bonne partie de ma famille maternelle, quasiment toute en fait, hein, de maladies, d'accidents. Donc c'est vrai que j'ai été marquée par les deuils de ma maman. Donc ouais, la mort était vraiment là tout le temps. Plus une mort qui a été importante, même si c'était pas mon papa, c'était le papa de mon frère, mon demi-frère aîné en fait. Et il a disparu avant ma naissance et il est resté comme un peu une icône familiale. Et donc je rêvais beaucoup de cette personne dans mon enfance. Voilà, elle est partie très jeune. Mm. Dans votre famille, Vanessa, quelle est la dimension spirituelle? Est-ce qu'il y a d'abord une éducation à cette dimension spirituelle ou vous vous faites toute seule dans ces ressentis-là et dans cette évocation de la spiritualité? Euh, Ma grand-mère était très ouverte à ces choses-là, mais personne ne voulait l'entendre enfin, à l'époque, hein, tout le monde avait un peu peur de ces choses, l'invisible. On y croit, mais on veut pas en parler parce que ça fout vraiment la pétoche, quoi. Donc la grand-mère, de temps en temps, elle essayait d'en placer une ou deux à table pendant les repas de famille, mais ça tournait vite à la moquerie. Et moi, par contre, j'ai eu une sensibilité très très jeune tout de suite, en fait. Alors je sais pas si c'est cette vie connectée à la mort qui fait que je sentais les présences de défunts autour de moi tout le temps et j'avais très très peur. Donc je passais des années sous ma couverture, hein, à me cacher. Et heureusement que j'avais ma grand-mère pour parler de ça, parce que c'était la seule qui pouvait me comprendre et qui me rassurait quelque part.
Elle Mmh. avait aussi une bibliothèque pleine de livres sur la vie après la mort, les enlèvements extraterrestres, tout ça. Donc il y avait vraiment cet endroit où je pouvais me réfugier pour essayer de comprendre et me connecter à ce que je ressentais moi. Ouais. En tout cas, on sent qu'il y a quand même une espèce de profond malaise parce que vous dites: «J'ai passé mon temps à fuir mon pays d'origine, mon village, pour aller chercher mes racines très, très loin». Ouais, ouais, bah, je sais pas si c'est encore une fois cette question de la mort qui fait que j'avais un besoin de vivre comme dans un film de fiction, quoi. J'étais Mmh. passionnée déjà toute petite par le cinéma et puis les fictions qu'on voyait à la télé. Et donc je me réfugiais là-dedans et je rêvais d'avoir une vie aussi trépidante qu'à la télé, quoi. Et surtout, on pouvait voir des histoires euh, qui avaient un dénouement plus ou moins heureux hein, en général. Et donc pour moi, c'était important de d'aller vivre des expériences et de construire des histoires que je pouvais vraiment voilà construire parce que l'invisible faisait beaucoup partie de ma vie. On me cachait énormément de choses aussi pour pas me comme j'étais très sensible. Mmh. Donc voilà, j'avais besoin de chercher quelque chose de concret, de réel et de le construire. Et je suis allée le chercher très loin. Donc oui, comme une fuite, je pense. Je voulais quelque chose de nouveau, quelque chose de romanesque. Et le documentaire m'a vraiment apporté cette dimension quoi, de romanesque. Mm. Alors, réalisatrice, je le disais, de documentaires. On a parlé de ces 3 documentaires. Je les ai, présentés, ici, les derniers trackers australiens, La révolte des rêves en 2011, D'ocre et de sang. On parle des aborigènes, évidemment. Et puis, est-ce que tout démarre parce qu'on a parlé évidemment de votre dimension cinématographique. Dès l'âge de 6 ans, vous voulez être actrice, c'est ce que vous disiez. Il y a le théâtre ensuite et puis il y a d'autres, périples. Le premier documentaire que vous avez fait, c'était pas sur les trackers australiens, c'était, je crois, sur une histoire tournage sur une enquête de trafic sur le trafic de médicaments, hein, je crois, c'est ça? Oui. Alors là, j'étais pas réalisatrice, C'était caméraman c'était mon premier documentaire comme caméraman, ouais, cadreuse, enfin. et Et c'est ça qui vous donne l'envie du documentaire proprement dit? Oui, bah disons un grand documentariste m'a fait confiance, m'a mis une caméra entre les mains et a vu un potentiel en moi. Et à l'époque, j'avais un job dans une post-production de documentaires et j'étais standardiste et j'écrivais toute la journée des films. Je préparais mes pièces de théâtre, mes trucs. Et il s'est séparé de son assistant et il m'a proposé de prendre la caméra et de me montrer comment ça fonctionnait en quelques week-ends. Et il m'a fait travailler tout de suite sur un 52 minutes pour France 5. Et bah, c'était un film de fou, quoi. Voilà, un documentaire. Je suis partie avec deux sexagénaires dopés à l'adrénaline. Et voilà, ils se sont confrontés à la mafia ukrainienne. Mais je suis partie en toute Oui, naïveté. Voilà, moi j'étais dans mon premier film, mes premières images. Euh, Enfin, c'était quelque chose d'inouï pour moi, quoi. Voilà, on me ouais. faisait confiance, on me donnait accès à quelque chose de romanesque, et donc ça correspondait à ma quête intérieure. Mais par contre, le tournage, c'était, ouais. Ouais, Alors, vous avez pris des risques, au point de mettre en danger votre propre vie, hein, sur le tournage? disons que pas moi personnellement, mais moi je suivais les deux enquêteurs qui Évidemment. effectivement étaient un petit peu, oui, bah, c'était chaud, quoi. Et un ancien reporter de guerre et un espion qui était spécialiste de la géopolitique des drogues. Donc voilà, ça c'était le tableau. Et donc ils avaient vécu des choses tellement incroyables dans leur vie que c'est pas rentrer dans un laboratoire avec une caméra cachée qui allait les arrêter quoi. Et C'est ça. même gardés par la mafia. Donc oui, Mmh. ils ont provoqué quelque chose pour avoir des images. Et bah, ça a fini qu'on a été escorté par la mafia jusqu'à trouver un taxi, pouvoir prendre la fuite. Et on a eu très peur. Hein. On a En dû. tout cas, cette caméra dans la main que vous avez, cette immersion, certains disent de vous que vous êtes une amoureuse mystique et addicte à l'immersion culturelle. C'est ce qui va vous donner sans doute le goût ensuite d'aller plus loin et peut-être, de vous rapprocher de ces peuples aborigènes. Est-ce que le démarrage, c'est ce film pour vous? Par rapport à l'Australie, j'entends. Oui, 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 ça m'a bouleversée. Ouais. Ouais, ouais. En 2 mots, le pitch du film? Alors, c'est l'histoire de trois fillettes enfin, métisses aborigènes. À l'époque, on enlevait, enfin, à l'époque de la colonisation, on enlevait les enfants métis pour éliminer la couleur noire, en fait, en quelques générations chez les aborigènes. Donc, 100 000 enfants ont été enlevés au cours de la colonisation et ils ont été placés en mission coloniale, en pension pour les christianiser de force.
Et ce film relate la fuite de 3 fillettes d'une de ces missions pour retrouver leur maman dans le bush. Et un film vraiment magnifique avec Kenneth Branagh, un acteur sublime aussi. Donc oui, bouleversée par l'histoire des enlèvements d'enfants déjà. Euh, alors pourquoi ça fait écho en moi? Voilà, il y a plein Mmh. de raisons que je cherche, voilà, qui sont pas vraiment claires. Et par contre, ce qui m'a frappé dans ce film, c'est le personnage du tracker aborigène qui était employé par la police blanche pour retrouver ces fillettes en fuite, parce que les trackers pistaient les gens dans le bush, ils avaient des facultés inouïes pour se repérer dans le territoire et pour voir les traces de pieds, puis savoir à quel moment est passée telle personne. Et donc, j'ai été fascinée par le double emploi. Enfin, je comprenais pas comment des aborigènes pouvaient travailler pour des Australiens, des colons, et enlever des enfants de leur propre peuple, en fait. Et donc, j'ai écrit un premier documentaire sur les trackers pour raconter cette histoire et surtout, moi, la comprendre. C'est ce qui m'a conduit la première fois en Australie. Ouais, Mmh. voilà. Mais paradoxalement, alors effectivement, c'est pour ça qu'à chaque fois quand, on vous pose la question et je ne vais pas vous la poser parce qu'on vous l'a demandé 50 000 fois: «Mais pourquoi est-ce que vous avez choisi, l'Australie et pourquoi cette destination?» et d'ailleurs vous répondez toujours la même chose: «J'en sais fichtrement rien». C'est simplement que j'ai été porté comme ça parce que d'abord il y a le déclenchement de ce film et vous dites: «C'est ça qui m'a fait marrer, je fais les choses et après je réfléchis». C'est-à-dire je me demande pourquoi est-ce que je fais ces choses-là, mais je les fais d'abord. Oui, je suis toujours poussée par un instinct, une envie, enfin, j'ai des fulgurances, moi, il faut que je fasse ça, enfin, ça se réfléchit pas et enfin, je vois, une soif de vivre, hein, toujours cette histoire de la mort, quoi, une soif de créer des choses, de créer des histoires, qu'il se passe des choses dans ma vie, je pense. Et par contre, l'Australie, voilà, je sais pas pourquoi d'un coup, il fallait que j'aille en Australie, il fallait que je comprenne qui étaient ces trackers, pourquoi on enlevait les enfants, et puis après, il y avait toujours un pourquoi, un pourquoi, un pourquoi auquel répondre, et chaque film était l'objet d'un pourquoi, en fait. Mmh. Et à chaque fois que je faisais un film, je comprenais quelque chose de nouveau sur moi-même, sur ma propre quête que j'arrivais pas à voir vraiment. Enfin, moi, je suis une questeuse, mais je sais jamais pourquoi. C'est après, je me dis, ah oui, j'ai fait ça pour ça, en fait. Des fois, c'est des années après. Ah oui, juste pour ça. D'accord. C'est Bon. ça, je comprends mieux, je comprends mieux. Et alors, ce qui est étonnant aussi, c'est que, les premiers pas, en Australie, vous parlez justement des émotions, des espaces incroyables. Vous ça vous a pas franchement plu, au départ? C'est-à-dire que quand vous revenez en France après les premiers voyages, vous l'expliquez, vous dites, «Oh, les émotions étaient tellement fortes là-bas que je ne voulais plus y retourner». Oui, ben l'espace, la lumière. Enfin, quand on habite Paris, on n'est pas habitué à un horizon aussi gigantesque en fait. Et ça m'a donné le tournis quoi quelque part. Et donc ça a dû faire remuer des parts d'ombre en moi et des peurs. Et c'est vrai que la première fois, je n'ai pas supporté de faire tant de kilomètres. Parce qu'à chaque fois qu'on allait d'un point A à un point B pour rencontrer des gens, il se passait 500, 600, 700 kilomètres avec que du bush et rien. Et c'était vraiment flippant. Enfin voilà, moi Mmh. j'étais une citadine, quoi. Bon, maintenant ça Ce a qui me changé, f hein. Ce qui me fascine, ouais, évidemment, ce qui me fascine dans toutes ces histoires comme ça de personnalités comme vous qui décident du jour au lendemain de tout plaquer presque et de changer de vie et de partir comme ça, portés par cette pulsion, c'est de se dire: «Par quoi on commence?» Est-ce qu'on se lève un matin, on va sur internet, on achète un billet d'avion, on se renseigne? Est-ce qu'on est, accompagné? Est-ce qu'on part un peu à l'aveuglette? Est-ce qu'il y a des ONG sur place? Est-ce que comment est-ce qu'on prépare un voyage comme ça, qui vous porte à ce point? Bon, le premier, les trackers, je l'ai écrit, j'ai trouvé un producteur et j'ai eu la chance que ce producteur ait flashé sur le film et il lui restait un fond de caisse et on est parti dans sa prod et on est parti en repérage pour rencontrer les trackers. Donc je suis partie avec un producteur. Par contre, la révolte des rêves, là, c'était vraiment mon initiative, un film que j'ai fait en autoproduction. Là, j'ai toujours eu peur de partir seule, donc je trouvais toujours quelqu'un. Et là, j'ai trouvé une amie qui a bien eu envie de m'accompagner. Mmh.
Et sans elle, j'aurais pas pu faire le voyage parce qu'il fallait se retrouver quand même au milieu de l'Australie. Il fallait faire, enfin, fallait aller à Alice Springs. Alice Springs, faire 500 kilomètres en voiture pour aller parler à des gens que je savais même pas où retrouver. Et je parlais pas anglais aussi, il faut le dire, hein, à l'époque. Donc, Oui, ça aussi, j'ai remarqué. Enfin, non, vous dites que votre anglais, il est, voilà, il est gentillet, il est, voilà, il est pas tout à fait à niveau, mais enfin, vous débrouillez quand même un peu, quoi. bah, l'anglais scolaire, mais quand on arrive en Ouais. Australie, on s'aperçoit que ça sert à rien. Donc, je ne comprenais vraiment rien, mais rien, rien, rien. Et mon amie était bilingue et aussi, elle était métisse de la Martinique, elle est toujours d'ailleurs. Et je savais que ça allait m'aider, ce métissage, parce que déjà avoir une caméra, c'est intrusif. Alors en plus, quand on arrive chez des peuples comme ça, qui sont très, très timides et qui subissent encore une colonisation, bon, je savais que ça allait être compliqué, quoi. Ouais, ça allait être compliqué. Mais enfin, vous êtes porté effectivement par ce désir de reportage, d'enquête, de vie en immersion, et vous arrivez donc au cœur de ces peuples aborigènes. Et alors, moi, j'ai découvert en vous lisant toutes les caractéristiques, enfin, une bonne partie de ces caractéristiques aborigènes, c'est absolument incroyable. D'abord, sur la superficie de l'Australie, il y a 25 millions d'habitants en Australie, il y a à peine 3% d'aborigènes, alors que c'est leur terre initialement. Oui, ben ça, c'est le désastre de la colonisation. Après, moi, 3%, ça, c'est les chiffres qu'on donne, mais j'ai toujours un petit doute sur les chiffres parce que je pense pas que tout le monde se fait recenser. C'est tellement immense que beaucoup de gens vivent dans le bush, hein, donc voilà. Bon, après, c'est sûr ils sont plus aussi nombreux qu'ils l'étaient avant, hein. Je crois qu'on est passé on était à 700 nations, 700 clans aborigènes Mm. originellement. Tous les clans recouvraient toute l'Australie. Aujourd'hui, bon, on les retrouve dans le nord essentiellement, dans le nord-ouest, enfin tout le nord, un peu le sud, et tout le reste et le centre, mais tout le reste c'est de l'assimilation, quoi. En tout cas, ils sont là depuis plus de 60 000 ans. Ils sont chez eux, c'est leur terre. Et on a bien compris qu'avec la colonisation, les 240 ans de colonisation, il y a eu des souffrances. C'est un peuple à la culture abîmée, vous le dites, hein, entre répression et violence des communautés dominées, martyrisées, opprimées, sans compter ces terres volées, etc., etc. Qu'est-ce qui vous fascine dès le premier instant où vous rentrez en contact avec ces aborigènes? Ben, j'ai quand même eu la chance de rencontrer les derniers trackers. Ils sont tous morts maintenant, ceux qui étaient les derniers employés par la police. Euh, donc, vraiment des charismes, des regards. Ce qui m'a marqué, c'est les regards. Ce sont des gens qui sont vraiment mais enracinés, quoi. C'est ça, 60 000 ans d'appartenance à cette terre. Et quand ils vous regardent, c'est d'une profondeur inouïe. Et en fait, c'est une écoute aussi. Ils ont une écoute, c'est-à-dire qu'ils ont une présence tellement ils sont à l'écoute de vous, de ce qui se passe, qu'il y a une présence qui est déstabilisante. Donc, c'est ça qui m'a marqué. C'est cette puissance d'être à leur terre, d'être Ouais. au présent. Et quand on Ouais. sait qu'il y a plus de 500 communautés d'aborigènes, comment est-ce que vous choisissez celle qui va vous accepter? D'abord, est-ce que vous attendez qu'elle vous accepte pour la choisir ou qui choisit qui? Non, alors quand je suis partie pour filmer les femmes, des femmes qui défendaient une terre sacrée d'un enfouissement nucléaire, là, en fait, je suis allée directement voir ces femmes-là qui étaient engagées sur cette problématique. Donc, il y avait une poignée de leaders qui parlaient au nom de 5 clans. Et donc, je savais où elle se trouvait. Et je me suis rendue directement dans la communauté et j'ai été accompagnée donc par mon amie pour la traduction et une seule femme, une Australienne, qui travaillait auprès de ces clans pour monter un procès en fait contre le gouvernement. Donc en fait, j'ai été introduite par une personne qui travaillait auprès d'eux et voilà ça. Donc première interview en 2011. Et après, cette dame, bon, s'est occupée de son association et de ce qu'elle avait à faire. Et j'ai dû me débrouiller toute seule après pour continuer d'interviewer ces gens. Et là, par contre, les difficultés ont commencé, quoi. Parce que j'ignorais les codes, les protocoles et tout ce qui concerne la culture. Je venais avec mon énergie occidentale, quoi. Donc j'étais pressée, j'étais tendue parce que je ne savais pas comment j'allais faire, je parlais pas anglais, je n'avais pas assez d'argent, il fallait faire vite. Donc en fait, c'est
tout ce qui fait flipper les aborigènes, ça. Et donc j'avais toute cette façon d'être occidentale qu'il fallait que je défasse, que je déconditionne. Et ça a mis des années. Mmh. Évidemment, est-ce qu'on vous déconseille? Parce que d'après ce qu'on lit à droite à gauche, on dit que les communautés d'aborigènes en Australie sont des communautés dangereuses. Est-ce que c'est de l'info, de l'intox? Oui, non, il y a des communautés, enfin, il y en a beaucoup. Euh, Celles qui sont éloignées des villes, hein, les communautés qui sont excentrées, qui sont dans le désert. Non, c'est très dangereux. Il y a une grosse criminalité, il y a une violence larvée, quoi. Et donc, je suis allée dans certaines communautés où il fallait dormir dans des maisons un peu comme à Johannesburg. Elles sont grillagées, cadenassées la nuit. Il y a beaucoup de violence, oui. Bah, c'est normal, hein. Il y a énormément de traumas qui n'ont jamais été pris en compte et qui continuent. Enfin, la violence continue sur les aborigènes aujourd'hui au niveau politique. Donc, Mmh. voilà, rien n'est fait pour les sortir de. C'est même pas les sortir, c'est les reconnecter en fait à leur culture. On les a complètement coupés, déracinés, on les a déplacés. Les jeunes aujourd'hui n'ont plus de lien avec les anciens. D'ailleurs, les anciens meurent très jeunes. Il y a énormément de drogue, il y a énormément d'alcoolisme. Donc tout ça fait que au lieu de donner de l'argent au niveau politique pour essayer de faire en sorte de redonner de leur pouvoir aux aborigènes, faire qu'ils retrouvent leur culture, qu'ils recréent les liens entre la jeunesse, entre les générations, eh ben Mmh. on les met sous carte de rationnement. Voilà, ils sont obligés d'aller s'alimenter dans certaines lignes de magasins avec une carte spéciale. Ils ont plus d'argent liquide pour. Enfin, je grossis le schéma, ça va très très loin ce truc, mais on détruit leurs terres avec un développement minier. Enfin Oui, qui est voilà, riche, qui est riche. il y a un essor, il y a un boom de, de, de l'exploration minière, donc on détruit leurs sites sacrés, on crée aussi des dissensions entre les familles et entre les clans qui traditionnellement étaient des grandes familles élargies. Donc à cause de ces histoires de mines et de terres, on va vraiment scinder les clans en deux. Et enfin, il y a une violence qui n'a jamais cessé en fait depuis les débuts de la colonisation. On enlève les enfants aussi. Oui, parce que vous parlez effectivement de ce rapport à la terre, ce rapport à la nature. Ces aborigènes, on sent bien qu'ils ont effectivement cette dimension spirituelle, d'ailleurs que le gouvernement australien ne reconnaît pas. Il estime que ce sont des pratiques presque dangereuses, que ce sont des choses qui ne devraient pas exister et on leur interdit même parfois de perpétuer leur cérémonie. Donc on peut comprendre ce sentiment de révolte. Mais ce qui m'étonne, c'est des jeunes, la jeune génération dont vous parliez il y a un instant, qui ne suivent plus visiblement le mouvement. Est-ce qu'ils ont été trop occidentalisés ou est-ce que ils se rendent bien compte que c'est le pot de terre contre le pot de fer et qu'il va falloir vivre à l'occidental plus que dans leur communauté respective? C'est surtout que même dans la dernière communauté au fin fond du désert, il y a Netflix, quoi. Donc, Ah, quand on a Netflix à la maison et qu'on est baigné dans la culture américaine, c'est difficile d'aller avec les anciens dans le désert, de se mettre tout nu, de se mettre à danser. Il y a une honte. Les jeunes femmes aujourd'hui ont honte enfin, dans certaines communautés, voilà, de se mettre nues. Les langues aussi, les chants sacrés qui sont transmis par les anciens sont des langues qui ont disparu. Donc, elles ont beaucoup de mal à s'approprier ces langues qui ne sont plus la leur. Puis voilà, il y a aussi beaucoup de suicides dans les communautés mmh. parce il y a un no futur, quoi. Donc, L'objectif, lorsque vous décidez de rentrer de vivre comme ça en immersion pendant toutes ces années avec les aborigènes, l'objectif c'était quoi? C'était de faire revenir, de montrer, leur mode de vie, un signal d'alarme, un cri d'alarme, d'une femme engagée comme vous l'êtes pour essayer de faire prendre conscience de la situation qui nous semble, évidemment, aussi bien au sens propre qu'au sens figuré, à des années-lumière. C'est-à-dire que c'est à l'autre bout du monde pour nous, hein. je partais pas dans cette idée de militante et d'engagement au début. Voilà, j'ai toujours fonctionné. J'ai envie de faire ça. Je ne sais pas pourquoi. Je comprends pas. Il y a une force qui me pousse à faire ça. Et, euh, et je pense que c'était plus une part de moi qui voulait
qui voulait se reconnecter, quoi. Donc j'ai essayé surtout les questions d'invisible qui m'intéressaient. J'ai essayé de comprendre parce que comme moi j'ai eu très très peur de l'invisible étant enfant. Je voulais voir elles quel était leur chez eux, comment eux ils géraient ça en fait. À la base, il y avait beaucoup ça chez moi. Je voulais à travers ces visages et ces histoires comprendre quel lien ils avaient avec les Invisible. fantômes, les esprits, ce qu'ils appellent les ancêtres. Qu'est-ce que c'est? Je cherchais mes propres origines célestes en fait et physique et chez moi, mais il y avait à tous les niveaux, je cherchais mes origines. Et c'est à travers eux que je pensais pouvoir avoir une réponse. Parce que Et ce qui est c'est un des peuples, enfin voilà, le peuple le plus ancien du monde, quoi. Donc, Et l'idée, c'est pour justement réussir à bien s'intégrer, dans ces communautés, c'est de participer aux cérémonies, par exemple. Vous allez en faire une vingtaine, c'est ça? ah non, non, là, je parlais d'un autre peuple. Là, j'ai fait des cérémonies avec des Uniqueen d'Amazonie. Il y a un moment Mmh. donné, je parle d'un autre peuple. Alors que les aborigènes, non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. En fait, j'ai assisté à une petite cérémonie au cours d'un procès de femmes, mais c'était pas une cérémonie dans la durée comme ils font les cérémonies initiatiques. J'y ai été invitée en 2019, mais il y a eu le Covid, donc j'ai pas pu y retourner. Donc concrètement, j'ai assisté vraiment qu'à des cérémonies d'hommes, ce qui est très curieux parce C'est que incroyable, ouais, ouais. voilà, normalement j'aurais jamais eu le droit d'avoir accès à ça, mais euh, voilà, j'ai eu cette chance-là parce que des traditions qui se perdent, un ancien qui est le dernier qui peut transmettre à sa jeune génération 200 chants qu'il connaît dans des langues anciennes et il sait plus comment faire parce qu'il est le dernier à les posséder. Alors, je suis là, il me rend compte, j'ai une caméra, j'ai déjà filmé des membres de sa famille, alors il me propose de venir enregistrer ça parce qu'il y a que moi, quoi. C'est le fameux, Djuparoulla, c'est ça, non? Pour là. Mm. Ouais, et alors il dit une phrase que j'ai relevée et c'est page, 133 pour ceux qui auront ce magnifique livre. Il vous écrit et il dit: Vanessa, tu es la bienvenue sur nos terres pour découvrir notre culture. Nous sommes heureux que notre héritage soit enregistré et préservé. Tu es une bénédiction pour nous tous. Nous sommes fiers de nous associer à toi, car pour nous, tu es connu. Je vais te montrer des choses que personne n'a encore vues. Tu seras la première étrangère à les recevoir et à les filmer. C'est joli. Oui, c'est un peu fort, je trouve, mais c'est vrai qu'il a écrit ça. Mais ben, bon, le tournage, ça a été un tournage qui a été très 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 difficile et finalement tous ces rêves se sont un peu délités après ce tournage-là. Ouais. Tous ces espoirs, toutes ces ambitions de transmettre son héritage. Voilà, c'est un film un peu triste, mais voilà, bon, le message était beau et même si voilà, si ça n'a pas, le résultat n'était pas celui qu'on espérait. Voilà. On espérait. Alors, vous décrivez dans votre ouvrage là, Ma peau d'un autre monde, voyage initiatique en terre aborigène, différents rituels. Alors, je ne sais pas si on les appelle comme ça. D'abord, comparativement, au chamanisme, par exemple, en Mongolie, où on n'utilise pas de substances, là, vous avez utilisé les substances. Vous parlez d'ayahuasca, que vous avez, testé, sur place. Il y a toujours des substances, pour, justement les cérémonies? Alors l'ayahuasca, c'est avec un autre peuple et c'était pas en Australie. C'est pas une plante utilisée par les aborigènes. Oui, c'est un petit passage. Je parle de ma connexion avec un. Je rentre en France et je rencontre un autre peuple d'Amazonie. Oui, c'est ça. Et là, je pars dans des cérémonies d'ayahuasca et ça me sort complètement de mon contexte australien. Et je me transforme à partir de là aussi d'une autre manière. Mais l'Australie, ils ont aussi des plantes, oui. Ils ont des plantes vomitives. Euh, ils ont, ils ont des écorces d'arbres aussi, mais j'ai pas eu l'occasion de tester ça et j'en ai pas Testé. vraiment. Alors, vous parlez par exemple des totems, vous parlez des liens de peau, vous parlez des cercles de feu, vous parlez également, et ça j'ai trouvé ça incroyable aussi, ce que vous appelez les moitiés. Ah oui. Les moitiés, chez les aborigènes traditionnels, il paraît qu'alors on considère que toute chose, que tout être humain, que les éléments, que les animaux sont coupés en 2 parts. Vous pouvez nous expliquer ça? Bah, en fait, ça fait vraiment partie de l'organisation familiale aborigène, tous les traditionnels. Donc tous les
enfants qui naissent sont placés dans une moitié. Mmh. Chaque mois, suivant les clans, les moitiés ont des noms, donc je connais pas les noms, hein. Euh, donc en fait, c'est une façon d'équilibrer un peu les choses. Je résume parce que je connais pas tout, c'est tellement complexe. Mais en gros, un frère et une sœur vont être placés dans deux moitiés différentes. Ils ont le même totem familial. Imaginons, ils sont du totem kangourou. Donc le frère va devoir apprendre. C'est un peu être dans une moitié, c'est naître avec une base de données référentielles, historiques, géographiques. On va donner à la moitié A un certain nombre de savoirs, à la moitié B un autre, voilà, un autre dictionnaire, quoi. Et, euh, et donc, le garçon va pouvoir chasser le kangourou, utiliser tout ce qui a trait au kangourou, sa peau, le manger. La sœur qui est dans la moitié B, elle, par contre, ça sera un tabou. Il faudra pas du tout qu'elle y touche, qu'elle protège tout ce qui concerne le kangourou, son habitat, son environnement, qu'elle connaisse tout, voilà, tout autour de ce totem-là. Et voilà, donc les enfants sont placés comme ça dans des parts différentes et ils auront donc un chemin différent tout au long de leur vie, mais qui sera complémentaire. Et si l'un des 2 décide de bifurquer ou de basculer sur un autre, il peut pas? Je crois pas, non. Non, j'ai jamais entendu parler de ça. En Autant tout j'ai cas, il entendu, respecte. autant j'ai, oui, non, mais ça, en fait, c'est comme si, voilà, voilà, c'est comme moi, je suis née avec une base de données audiovisuelle. Je peux pas changer. Je suis née, je suis tombée là-dedans, et voilà. Donc, ils vont apprendre, chaque moitié va apprendre au cours des cérémonies des choses sur ce qui concerne sa moitié et les autres d'autres choses. Mmh. Et aussi, ça permet de pas de séparer enfin, comment dire? Il y a pas que ça, il y a aussi le système de Pau qui permet d'organiser les mariages et les relations entre les gens. Mais les frères et sœurs qui sont dans une même moitié, parce que les frères et sœurs, ça peut être aussi des frères et des sœurs qui sont pas forcément des mêmes parents, hein. Donc Absolument. donc en fait, quand il y a des frères et des sœurs dans une même moitié, ils n'ont pas le droit de se marier entre eux. Oui, c'est ça. Lorsque vous parlez des liens de peau, c'est-à-dire c'est la caractéristique qu'on a nous à l'occidental, on pourrait référencer cela en parlant de frères, de sœurs, de cousins et de cousines. C'est une sorte de classification qui donne une position à l'individu dans sa lignée en fait familiale. Et chaque personne reçoit un nom de peau à la naissance. Il y en a 8 au total. Ce qui fait que, et c'est là où c'est fantastique et on sent cette communauté, vous dites un homme de 90 ans peut être le petit-fils ou le neveu d'un enfant de 9 ans. Et donc, du coup, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez en Australie, eh bien, justement, avec ces liens de peau, vous n'êtes jamais seul. Il y a toujours un membre de la famille quelque part. C'est ça, en fait, l'idée. C'est ça, en fait, la famille est basée sur ce système. Donc, une génération va naître avec un nom, la génération d'après aura le nom suivant, etc. Et quand la boucle est bouclée, on repart, on redistribue les noms. Donc, moi, ma grand-mère, elle a peut-être eu le même nom de peau que moi quand elle est née, 90 ans, suivant le cycle, si ça recommençait, voilà. Et donc, bah, si elle a le même nom de peau que moi, c'est ma sœur. Ouais, c'est ça. Mmh. Voilà. Donc si, moi, c'est bête, c'est dommage, j'ai pas sorti. J'ai une carte, j'avais dessiné la carte des noms de peau. Ça fait une jolie toile d'araignée qui relie les gens. Donc voilà, moi si je suis mon nom de peau, il est là-haut. Celui qui est en bas, c'est Naburula. Les Naburula. Moi, je suis Nangala. Les Naburula sont en bas. Toutes les Naburula sont mes grands-mères. Toutes les Naburula d'Australie sont mes grands-mères parce elles ont ce nom-là. Si, euh, si je me connecte à ce nom de peau-là, je me souviens plus lequel, et ben là, ça sera tous mes frères et sœurs, par exemple. Voilà, etc., etc. Donc tous mes pères, donc n'importe où je vais en Australie, effectivement, je me présente pas comme Vanessa, je me présente avec mon nom de peau. Donc tout le monde sait. Quand je suis allée en 2019 dans une communauté dans le désert, j'ai dit je suis Nangala et toutes les femmes ont fait ah t'es ma belle-fille, ah bah t'es ma fille, ah bah t'es ma nièce. Ah, bah. Fantastique. Et voilà. Et donc du coup là tu sais que quand ta belle-mère te dit quelque chose, bon bah là c'est respect total, t'es obligé d'obéir. T'as pas les mêmes fonctionnements que si c'est ta sœur qui te dit quelque chose.
Et il y a aussi des stratégies d'évitement. Donc, je sais que je dois éviter mes cousins et mes frères. Donc, suivant le nom de peau des cousins et des frères, voilà, si on me dit lui c'est un tel, je sais que c'est un cousin, hop, je dois pas le regarder, je dois pas lui parler. Bon, enfin, si je suis Ah ouais. aborigène, si je suis blanche, c'est encore autre chose, mais en tant Ah, qu'aborigène, c'est très codé, hein. très très codé. Et ça, moi je connais, mais vraiment, je connais une infime partie de tout ça, hein. Ouais. C'est rien ce que j'explique là, mais c'est déjà énorme d'avoir compris ça, ça m'a pris un temps fou. Déjà, parfois, on me disait, mes frères, mes sœurs, ils étaient 10 000, et je me disais, mais je comprenais pas, j'ai mis des années à comprendre pourquoi ils étaient aussi nombreux. Je me disais, mais c'est pas possible, sa mère, elle a au moins 80 ans, puis je peux pas, le petit, il a 6 ans, je peux pas être son frère. Ça me rendait folle au début, je comprenais pas. Eh oui, évidemment. Quel regard ils ont, quel regard, on continuera justement avec les spécificités justement de la vie aborigène. Quel regard ils ont sur une femme blanche, occidentale, qui plus est française? Ils connaissent la France? Oui, 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 ils connaissent la France. Bon, après, ils ont Internet, hein, ils ont Facebook, ils ont les téléphones portables. Dans les communautés aussi, ils ont accès à ça. Bon, ils sont pas sur le Wi-Fi comme nous. C'est un système de crédit, donc ils sont très vite à la bout de crédit. Donc ils sont connectés une fois, et puis d'un coup, hop, ils disparaissent pendant un mois jusqu'à ce qu'ils récupèrent un peu d'argent. Et après, hop, Mmh. ils se remettent sur Internet. Quel regard ils ont? Je pense que je- honnêtement, même si j'ai un nom de peau, que j'ai une place dans certaine communauté, on me fait confiance parce que je reviens, je reviens, je reviens tous les ans. Ouais, je sais pas. C'est toujours le même accueil? Oui, 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 toujours. Bon, c'est vrai que là récemment, j'ai été invitée à des cérémonies, donc peut-être que après, peut-être que le jour où je traverse vraiment un vrai cycle cérémonial avec eux, peut-être que là, je me sentirais vraiment. Après, c'est une perception, c'est la mienne. Je peux pas savoir ce qu'ils pensent de moi. Je peux pas. Mmh. Mmh. Je sais pas. En tout cas, à chaque fois, vous êtes bien accueillis. Enfin, je veux dire, on ne vous regarde pas comme, une intruse ou comme, vous êtes véritablement un membre de la famille aujourd'hui. Maintenant, on me connaît, oui. Enfin, Oui, membre de la. clairement, clairement. J'ai une place. Voilà, je suis respectée. Je respecte les gens. Je connais les codes. Donc ça, c'est hyper important pour eux. Évidemment. D'avoir fait les. Et vous les respectez et vous les respectez, en plus. Bah, maintenant que je les comprends, oui. Bah, au début, j'ai fait des conneries, hein, vraiment. Parler à des hommes, les regarder dans les yeux, enfin tout ce qu'il fallait pas faire, quoi. Mais ouais, même employer des fois le mauvais mot, le mot qu'il fallait surtout pas dire. Enfin, j'ai pu, j'ai souffert vraiment. C'est vrai. J'ai, Alors, autre point aussi qui est intéressant dans la culture des aborigènes, le cercle de parole, le cercle de feu, qui est un élément, central. On a l'impression que tout se décide autour d'un cercle de feu. oui, c'est vraiment la culture bah, de la discussion, de la réunion, du meeting, et tout se fait autour du feu. Bah, les histoires. Les enfants grandissent avec les grands-parents qui leur racontent des histoires autour du feu, dans le bush. Beaucoup d'histoires aussi qui font très peur d'ailleurs. euh, sur des petits êtres qui vivent dans le désert, très méchants. Et tous les aborigènes en parlent, donc j'ai bien flippé moi aussi, pas mal, avec ces histoires de fantômes là. Non, le feu, c'est la base pour les négociations. Donc c'est vraiment la culture Ouais. aussi de la négociation, c'est-à-dire que tout se négocie, même d'enfreindre une loi. Donc, Mmh. par exemple, ce qui m'a marqué, moi, c'est un jour, il y avait une bagarre dans la communauté. Et en fait, tout le monde était autour et regardait les deux personnes se battre. Et c'est marrant parce que nous, notre culture, on aurait tendance à soit partir, pas regarder, soit séparer les gens. Alors que j'ai appris plus tard qu'en fait, eux, c'est une obligation d'être le témoin de ce qui se passe, parce que les seuls qui prennent la décision quand il y a eu un conflit comme ça, ce sont les anciens, qui doivent régler entre eux ce qui s'est passé par rapport aux deux neveux qui se battaient. Et ils vont devoir, ben, l'un va devoir faire un cadeau à l'autre suivant voilà, qui a été le déclencheur ou pas, mais c'est les témoins qui vont pouvoir rapporter tout ce qui s'est passé. Donc, moi, la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est dingue, ils sont là, ils regardent, ils filment, ils en ont rien à faire de ce qui se passe, leurs cousins ils sont en train de se trucider. Mais non, en fait, c'est une obligation familiale de faire ça.
Donc, je sais plus pourquoi je parlais de ça. J'ai perdu le fil. Non, c'était effectivement sur l'obligation de respecter les codes, Voilà. et voilà et la hiérarchie, on sent bien qu'il y a une vraie hiérarchie entre les anciens, la les oui, oui, qu'il faut respecter On doit évidemment. être vraiment à l'écoute de ça, c'est la première chose que les occidentaux, on se prend quand on arrive dans une communauté, aborigène, c'est on nous fait taire, quoi. Tu écoutes. Parce qu'on parle trop, on est trop cérébraux, on pose trop de questions et ça le fait pas du tout, quoi. Il faut se taire et les choses, elles arrivent quand elles doivent arriver et elles arrivent au moment juste. Et ils fonctionnent comme ça chez eux. Alors, Donc, ce qui est quand même incroyable, Vanessa, c'est qu'on sent bien que c'est très roots, hein, quand même, hein. C'est assez dur, hein, comme mode de vie et pourtant, ça vous attire toujours autant? bah, ce qui m'attire, en fait, c'est que là-bas, on est obligé de lâcher prise. On peut plus se prendre la tête avec nos petites histoires du quotidien. La magie du moment présent, euh, en fait, on perd tellement la connexion avec des choses futiles, c'est tellement vaste, et puis le désespoir autour de nous est tellement énorme Mmh. qu'on prend les choses comme elles viennent et on finit dans le flot aborigène. Eux aussi prennent la vie telle qu'elle vient parce qu'elle est tellement difficile. Et donc, et c'est en fait une liberté énorme, on s'aperçoit. Je dis pas que on est bien à vivre dans des communautés aussi pauvres, hein, mais le lâcher prise, le fait de laisser les choses se faire, eh ben on s'aperçoit qu'en fait, il se passe toujours un million de choses. On s'ennuie jamais. On n'a Vous rien pourriez programmé. Les choses se produisent d'elles-mêmes. vous pourriez y rester? Euh, je pourrais rester longtemps, mais après y vivre, non, parce que moi, justement, j'ai eu du mal à trouver mes racines et c'était un peu le cadeau que ces peuples m'ont fait par l'exemple, de voir cet attachement à leur terre. Enfin, c'est tellement énorme chez eux, cet attachement à leur terre, que moi, ça m'a mis une leçon, quoi. Je me suis dit, mais moi, en fait, j'ai aucune racine. D'ailleurs, c'est un aborigène qui me l'a dit un jour, ça. Et je me suis dit, mais c'est vrai, en fait, j'ai aucune racine, j'ai rien construit, j'aime pas mon pays, j'ai pas de respect pour moi, enfin, ma région, j'ai pas de respect. Et donc, du coup, bah, ça m'a guéri. Donc, il n'y a aucune raison aujourd'hui que j'aille habiter là-bas. Maintenant, je pourrais y aller pour le plaisir de m'immerger et d'oublier juste ma vie ici, un peu redondante, quoi. Mais, Alors, autre point sur lequel je voulais revenir, est-ce qu'on a le droit de parler de Darren ou pas? bah oui, on a le droit de parler de Darren, hein, surtout. Dans ce livre, vous allez découvrir qui est Darren Champ en fleurs. Champ en fleurs, voilà. Alors Oui, Darren, au-delà d'être un excellent masseur, c'est je sais tout. pas si j ah C'est bah, très pudique quand même, hein. oui, oui, pas très pudique, mais enfin on visualise, mais Mais au-delà ça, c'est pas le problème, c'est pas le mien, je veux dire. alors, quand je dis que vous êtes tombée amoureuse évidemment de cette destination, pour y être allée, plus de 10 ans et pour continuer régulièrement à y aller, vous êtes aussi tombée amoureuse, au sens propre. Vous parlez d'un véritable coup de foudre dans ses grands yeux verts et il s'appelle Darren. Qui est-il? Aïe, aïe, aïe. Ou Une qui personne, était-il? Était-il? il est toujours, on est toujours en contact. Une personnalité, enfin voilà, avec qui j'ai rencontré le pire et le meilleur, quoi. Donc c'est voilà, c'est ce genre de personne extrême qu'on rencontre une fois dans une vie, qui bouleverse tout, qui met tout par terre et en fait, on s'aperçoit que c'était un grand guérisseur, quoi. Enfin moi je me suis aperçu que finalement c'est lui qui m'a mis dans cette transformation, voilà, enfin, qui fait que ce que je suis aujourd'hui et que je suis bien aujourd'hui et que je suis ancrée, et c'est grâce à lui. Parce qu'il avait justement ce truc que je n'avais pas, c'était cet ancrage, cet attachement à ses origines, bien qu'il ait été enlevé, il fait C'est partie des ça, c'est ce générations que j'allais d'enfants. dire. Il fait partie des générations des enfants enlevés, absolument. Mmh. Mais justement, justement, cet ancrage, cette connexion qu'il a à son identité aborigène, elle est tellement forte que là encore, je me suis dit, mais c'est fou, toi, la puissance que ça a d'être attaché à sa terre et à son identité, c'est tellement beau que je me suis dit, mais moi, j'ai pas ça, mon Dieu, j'ai pas ça, mais quelle horreur, c'est triste. Et du coup, j'ai construit tout ça après. Donc, bon, c'est une personne exceptionnelle, euh, vraiment, malgré. Qu'est-ce qui vous séduit chez lui à ce moment-là?
Bah, c'est ce magnétisme-là, voilà, c'est l'inexplicable, c'est-à-dire, c'est tout ce que j'ai pas, il l'a. Donc, il y a ce magnétisme d'être un métis déjà, parce que c'est spécial d'être à moitié aborigène et à Mmh. moitié australien. Il y a une force dans le visage et puis la personnalité, quoi. On sentait que, enfin, il y avait quelque chose de puissant derrière. Je pouvais pas l'expliquer. Je le dis comme ça aujourd'hui avec des mots. Mmh. C'est ça, toute cette blessure à la fois d'enfant volé, déraciné, et en même temps il y a une violence une colère et en même temps un amour fou pour son peuple. Et voilà, bah, tout ça, c'était hyper romanesque. Et puis voilà, vivre un amour à l'autre bout du monde, je vous passe les détails, mais c'est tellement incroyable. On le vit qu'une fois, quoi. Alors vous On le allez le vit. perdre de vue pendant quelque temps, pendant près de 5 ans, je crois? Ah ouais, j'ai tout coupé, c'était trop dur. Ça, hein? J'ai tout coupé Ouais, vous pendant 5 ans, ouais. et il réapparaît au bout de 5 ans? Ouais, ouais. Bah ouais, en fait, quand on cherche à faire disparaître quelqu'un, quand on cherche à faire disparaître quelqu'un, malheureusement, il est encore plus présent que. Donc, oui, il réapparaît. Aujourd'hui, comment va-t-il? Mais je l'ai qu'une fois tous les 4 mois en ligne et il n'a pas changé, quoi. C'est toujours les mêmes extrêmes. Donc, Ouais, c'est ça, vous en parlez beaucoup, hein, évidemment, avec les usages de certaines substances et cetera. Il vit alors quand on parle de vie une vie roots, lui, c'est voilà, c'est plus ouais. que roots. Et maintenant, il a une maison. Donc ça, c'est ce qui est beau, c'est que bah, justement, moi, je lui reprochais de pas avoir de maison parce qu'en fait, ce qui me faisait flipper, c'est de pas avoir de maison. Et en fait, lui, il était nomade et parce qu'il revivait cet arrachement perpétuellement à sa terre, à ses origines, à sa mère. Et il a fallu que je disparaisse pour qu'une maison lui soit donnée par le gouvernement, lui tombe sous le nez, quoi. Enfin, c'était incroyable ça. Donc, il a eu un cadeau inouï, c'est d'avoir enfin une maison. Et bon, il en a fait un espèce de lieu Oui, oui, de oui, recyclage. de surfeur, de machin, il y a de tout dedans, oui, oui. Oui, enfin voilà, il récupère parce qu'à Sydney, il y a un boom économique tel que enfin, il y a des choses neuves dans la rue partout, donc il récupère et puis il revend, il recycle. Bon là, il m'a dit qu'il avait changé de maison. À mon avis, il devait plus pouvoir rentrer. C'était un musée là-dedans. Et il a dû changer de maison parce qu'à mon avis, c'était trop compliqué. C'est devenu trop compliqué avec le gouvernement, je pense. Est-ce qu'il est heureux aujourd'hui? Ah, ça, je peux pas parler à sa place, hein. Heureux, c'est un grand mot quand même quand on est un enfant enlevé à sa mère et qu'on n'a jamais enfin, on n'a jamais trouvé sa place finalement dans sa propre société. Ouais, c'est quand même dur de dire heureux, hein. Mm. Est-ce que vous pensez que, ça me fait penser un petit peu à cette émission sur France 2 En terre inconnue. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire venir des aborigènes, en France pour voir un petit peu de quelle manière, on vit et de quelle manière, eh bien notre façon de vivre, est faite et ponctuée? Bon, il y en a plein qui viennent régulièrement. Il y a des forums, il y a des organisations qui les font venir, mais ne serait-ce que des grands artistes qui viennent peindre enfin, qui viennent accompagner leur exposition de peinture. Il y en a eu plein depuis des années. Mais Mmh. ils sont bien, ouais, enfin, ils sont pris en charge par. Enfin, c'est compliqué quand même de les faire sortir de leur désert, hein. Là, je parle de certains qui sont déjà, qui sont déjà, enfin, comment dire, il y a beaucoup d'aborigènes qui connaissent la vie urbaine, qui sont venus, et il y en a qui viennent du désert, mais c'est exceptionnel quand même. Non, Mmh. parce que moi, excusez-moi, je me suis un peu perdue en route là. C'est parce que je me suis dit, il y a plusieurs fois, j'ai voulu et j'ai essayé d'en faire venir, et je pensais en même temps à ceux qui sont déjà venus, mais pas par mon biais, et ceux que j'ai essayé de faire venir, mais je voyais que c'était trop compliqué de les arracher à leur famille, à leur terre. Je pense qu'ils se sentiraient très très mal ici En sur la plein durée. Paris, ça serait compliqué, hein? Bah, Darren, déjà, lui, il est venu, et lui, pourtant, c'est un urbain. Et au bout de 10 jours, il a pété les plombs, quoi. Il pouvait plus voir par la fenêtre, il voyait plus l'horizon. Il y avait que des bâtiments à Paris. Donc, il a vécu très très mal ces 2 mois à Paris, hein. Ouais. Oui, surtout qu'en plus, effectivement, ils ne sont qu'habitués qu'aux grands espaces, donc là, le fait d'être un petit peu,
Voilà, se sentir un peu étriqué, même dans une si jolie Ouais. ville que Paris, on peut comprendre qu'effectivement, ce soit compliqué. Hem, En tout cas, c'est vrai que ce livre, il faut absolument se le procurer, Ma peau d'un autre monde, un voyage initiatique en terre aborigène. Ça vous a transformé, hein? Oui, non, mais complètement. Il y a un avant et un après l'Australie, hein. Ouais, ouais, ouais. Bien que, ça n'est pas terminé. Non, bah, j'espère pas. Maintenant, ça va dépendre des financements de le prochain film. Voilà. Alors, quel est-il ce prochain film? Quel est le projet? Alors j'en ai deux. J'en ai un sur les enlèvements d'enfants qui se perpétuent, hein, chez les aborigènes, même les familles descendantes de générations volées, qui sont assimilées, qui vivent en ville, qui sont blancs de peau et ils continuent les enfants. Enfin, on enlève les enfants sur soupçon de négligence, donc ça c'est important de le dire. Bon, souvent, oui, il y a de la violence, il y a des couples voilà, qui sont en débâcle. Ça arrive souvent enfin, quand on est dans des sociétés comme ça, Mmh. abîmées et mises de côté. Donc, mais il y a aussi des enfants qui sont enlevés de façon très violente par la police et sur juste simple soupçon. Voilà. Donc, j'ai une amie, s'est fait enlever son enfant parce que le critère c'était que sa maison était sale. Bon, voilà, il y a plein de cas comme ça aussi. Donc là, je prépare un documentaire sur des portraits de femmes qui se battent pour récupérer leurs enfants, des aborigènes. Et un autre, c'est sur l'initiation de la fille de Darren, voilà, qui est déconnectée de sa culture. Elle a 16 ans et son rêve, c'est d'être initiée par des femmes du désert. Donc, j'espère pouvoir organiser ça. On verra. Lorsque vous partez comme ça dans cette conquête de reportage, et notamment pour dénoncer effectivement ce dont vous parliez il y a un instant avec les enlèvements d'enfants, vous n'avez pas de il y a pas d'obstacle, juridique, il y a pas d'obstacle, il y a pas de pression, gouvernementale ou de choses que on ne voudrait pas que vous puissiez révéler? Mais oui, mais je leur dis pas que j'arrive avec ma caméra pour raconter ça. Moi, je débarque, je vais directement voir mes contacts, je fais un film et Ouais. puis je m'en vais. Enfin voilà, non, mais c'est tellement grand que personne ne sait que je suis là et que je fais un film. Mmh. Les En aborigènes, tout cas, ils demandent pas d'autorisation. Eux, ils ont qu'une envie, c'est que ça se sache. Donc, bien sûr. Alors, je vous invite évidemment, pour ceux qui veulent en savoir plus, au-delà du livre, évidemment, il y a les documentaires, de Vanessa avec, les derniers trackers australiens justement sur ces fameux enlèvements, d'enfants, la révolte des rêves, qui était sorti en 2011, c'est ça, hein, Vanessa, 2011? 2014, 2014. En tout cas, vous avez tourné en 2011, c'est ça. hein, 2011, c'est ça? 2001, j'ai tourné sur 4 années. Donc, Ouais, ça c'est se ça. finit. Et puis, d'ocre et de sang. Voilà, ça c'est absolument fascinant et puis, évidemment l'ouvrage dont on vient de parler, entre autres, Ma peau d'un autre monde, le voyage initiatique, de Vanessa, Escalante. Quelle est la première image, là, spontanément, qui vous vient à l'esprit lorsqu'on parle de l'Australie? Ouais, j'ai vu Darren tout de suite là. J'ai vu la route et j'ai vu Ah! Darren. Il y a pas de photo de Darren? Non, non, je préférais pas. Avec ses beaux yeux verts? Ouais, non, mais voilà, c'est quelqu'un de tumultueux, donc. Mais Ouais, il ouais. sait que l'histoire est là, il est content, il est fier, mais c'est pas la peine de mettre une image. Voilà, tout Bon, est dévoilé sur qui il est, donc ça suffit déjà. absolument, absolument. Je vais Juste pas pour dire- terminer, juste pour terminer, tous ceux dont vous parlez, Darren, Kevin, enfin tous ceux qui, vous ont accompagné dans cet ouvrage, ils ont eu le contenu? Ils savent de quoi ça parle? Euh, non, je l'ai dit qu'à Darren parce que les autres, c'est difficile de les contacter. Mmh, Ma tante aborigène aussi, Nampin, je lui ai dit que j'ai écrit un livre, mais elle, je pense qu'elle se fiche un peu, ouais, voilà, du contenu. Et Darren, je lui ai dit, parce que quand même, je parle beaucoup de lui et je décris mmh, vraiment des détails, donc je lui ai dit. Donc il est au mmh, courant, mais il est quand même fier, voilà. j'imagine. Merci infiniment, Vanessa. Donc si tout va bien et si, la situation sanitaire le permet, le prochain vous repartez alors? Vous allez repartir très vite? Bah, et puis si l'Australie me laisse rentrer aussi par rapport au Covid, parce que ça pose aussi plein de questions. Donc si il y a les fonds et si l'Australie me laisse rentrer, voilà, Hop. moi je pense qu'en faisant une bonne quatorzaine à l'hôtel, ça ira, on verra.
Très bien. Merci infiniment Vanessa Escalante. Merci pour tout ce que vous faites. Merci pour cette belle inspiration et merci pour ce très bel ouvrage que je recommande à tout le monde. Merci Merci pour beaucoup. votre invitation. À Super. bientôt Vanessa. Merci beaucoup.